téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci d'être avec nous sur le 20h15 du 11 avril 2022. C'est la ouverture ce matin au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de la 52e session ministérielle de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, présidée par le ministre de la Justice. Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition. Toujours à l'occasion de l'an 1 de la gestion du président Bazoum Mohamed, nous vous proposons de suivre la réaction du ministre de l'Agriculture dans cet extrait avant de trouver l'intégralité de son intervention en fin d'édition. De cette première année, je constate que le président de la République a réussi à instaurer un climat de sérénité et de confiance sur le plan social, sur le plan politique. Climat très favorable à l'émergence de consensus sur les grandes questions nationales telles que la sécurité, l'école, l'économie par exemple. Et cette sérénité est née essentiellement de la démarche de gouvernance qui a été mise en œuvre par le président de la République. Gouvernance consistant à informer, à écouter, à consulter les différents groupes socio-économiques et politiques de notre pays sur ces priorités qu'il a déjà énoncées dès son investiture le 2 avril 2021, à savoir la bonne gouvernance, la sécurité, l'école, le développement rural. Mais surtout, il a su allier les actes aux paroles, ce qui a convaincu le public nigérien. Ainsi, pour moi, l'an 2 sera l'année où son gouvernement va dérouler tout son programme de campagne avec un environnement beaucoup moins conflictuel, plus consensuel, au grand bonheur des populations nigériennes qui n'attendent que cela. Hawa est passionnée par l'informatique et les technologies numériques. Elle est aujourd'hui développeuse web grâce à un cursus qu'elle a suivi au niveau de code local et encourage d'autres filles à se lancer dans ce secteur largement dominé par les hommes. Suivez cet élément du studio Kalangu.
Lancée en octobre 2019, Code Local est la première école dédiée à la programmation informatique au Niger. Située à la cité de l'innovation de Sador et à la périphérie sud-ouest de Niamey, cet établissement compte 12 filles sur un effectif de 45. Passionnés des technologies de l'information, Idrissa Hawa est l'une d'elles. Avant même que je vienne à Code Local, à la maison, quand elles ont un souci avec leur téléphone, c'est moi qu'elles appellent pour me demander de réparer le téléphone. Des fois, je n'arrive pas. C'est en ce moment même que je parle sur le net, je parcours les forums, je fais des petites recherches pour pouvoir trouver des solutions. C'est à cause de ça même que la grande sœur m'a inscrite ici. Le premier jour quand j'étais venue ici, c'était juste devant. On demandait aux gens de se présenter, me présenter devant des gens que je ne connaisse pas. J'ai vraiment galéré. Ils me disaient que je ne peux pas arriver parce que je n'ai pas fait des études comme le numérique. J'avais un bac A. Et ils pensent que le numérique, pour être dans le domaine, il faut un bac C ou un bac D. L'auto-apprentissage est l'une des particularités de cet établissement, ce qui oblige les étudiants à collaborer et à trouver des solutions ensemble. Quand je bloque, automatiquement je cherche des solutions sur YouTube, sur le net. Des fois sur YouTube, quand j'arrive pas à trouver la solution, je passe sur Google. Après ça, quand ça revisse, je vois avec les autres. Je note la réponse dans le cahier. Pour que demain, quand j'aurai un autre problème ou quelqu'un aurait le même problème, de ne pas nous stresser, il y a déjà la solution. On vérifie seulement et on continue. Aujourd'hui, Hawa développe des sites web et coach les nouveaux arrivants. Elle espère promouvoir l'inclusion féminine dans un secteur largement dominé par les hommes en brisant certains stéréotypes. On dit quand on veut, on peut. C'est pourquoi j'aimerais inciter beaucoup de femmes à joindre ce domaine, leur montrer que ce n'est pas un domaine uniquement pour les hommes. Même les femmes peuvent avoir leur place dans ce domaine. Elles peuvent même faire plus mieux que les hommes. Prenons le cas du design. Si c'est une femme, elle va tout faire pour réussir le design. Mais si c'est un homme, il va juste bâcler le travail et passer. Place à présent à la rubrique Ramadan dans cette édition. Il ne reste que quelques heures pour les fidèles musulmans d'entamer la deuxième décade du mois béni de Ramadan. Un mois béni parmi les 4 mois du calendrier musulman. Alors quels sont les comportements que les fidèles musulmans doivent tenir ainsi que les recommandations prophétiques pendant cette deuxième décade? Oustaz Boubacar Touré, consultant islamologue, pour plus de précisions. La deuxième décade, c'est ce qu'on appelle maghfira, c'est le pardon. C'est demander le pardon, comme on vient de le dire. Il faut multiplier, demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, vous pouvez, en passant par la première décade, ça va rentrer dans la deuxième décade. C'est toujours l'istighfar, c'est toujours demander le pardon, c'est toujours les prières surrogatoires. C'est vraiment passer toute vraiment d'une journée nuit. Il faudra qu'on le fasse. Qu'on prie Allah le Tout-Puissant. Et sachez très bien qu'on doit le faire dans l'air de la règle. On ne peut pas dire que vraiment nous sommes des fonctionnaires et on se met au bureau en fermant la porte sans faire le travail qui nous est demandé, le travail public. Là, si vous le faites, c'est comme si vraiment vous êtes en train de pécher. Vous prenez votre salaire après tout ça et vous venez en retard, vous dormez dans le bureau sans travailler. Ça vraiment, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas une recommandation de l'islam. Et la recommandation de l'islam, c'est l'endurance. L'homme doit être endurant, travailler comme vous le faites. Ce n'est pas le carême qui va vous empêcher. Parce que vous ne prenez pas le carême pour un prétexte pour ne pas travailler et prendre le salaire que vous ne devrez pas prendre. Chers frères et sœurs en islam, donc la deuxième décade, c'est vraiment maghfira, on cherche le pardon. Et en cherchant le pardon, on ne doit pas tricher. Tu dois chercher le pardon la nuit dans le bureau, mais en travaillant. En travaillant, même si c'est sans s'appeler,
Tu peux travailler et réciter Astaghfirullah, réciter des versets coraniques, réciter le Coran, ça rentre dans le pardon. Et vous demandez toujours le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va vous pardonner et vous aurez la miséricorde d'Allah. Pendant ce mois béni de Ramadan, beaucoup de changements de comportement ont été remarqués chez les fidèles musulmans, surtout en ce qui concerne le port du hijab, l'utilisation du chapelet et autres. Ce genre de comportements sont-ils recommandés aux fidèles musulmans seulement pendant ce mois béni? Réponse à cette question avec le prédicateur Oustaz Ahmad. Allah a dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa'abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Donc on adore Allah toute sa vie. C'est pas seulement dans le mois de Ramadan que tu vois aujourd'hui, il y a des musulmans qui partent au marché, ils achètent des hijabs, etc. pour adorer Allah uniquement dans le mois de Ramadan. Là, c'est pas bon. Parce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala durant toute la vie de la personne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé que pour qu'on l'adore. Donc le but de notre création, on est venu, c'est pour adorer Allah. Ce n'est pas aussi pour adorer Allah il y a 12 mois. Donc ce n'est pas pour adorer Allah dans un seul mois, qui est le mois béni de Ramadan. Maintenant tu vois, dans ce mois-là, il y en a qui donnent le monde, il y en a qui font des gestes. Mais si le mois-là passe, maintenant ils ne font rien. Là vraiment, c'est pas bon. On leur conseille d'imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc un musulman, si tu es une femme pieuse, un homme pieux, ou bien une femme croyante, ou bien un homme croyant, nous devrons, nous tous ensemble, imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, le prophète, les messagers et ses compagnons, ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala durant toute leur vie. Nous aussi, nous devrons imiter ces gens-là. Parce que le messager, Mohammed est le prophète. Les compagnons sont les sahab. Donc nous devrons les imiter. Parce que Allah nous a dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Donc vous, pronom personnel ici, vous les musulmans, les croyants, donc les femmes croyantes, les hommes croyants, les femmes pieuses, les hommes pieux, vous avez un excellent modèle à suivre dans le messager d'Allah pour quiconque espère au jour du jugement dernier et invoque Allah fréquemment. Donc je leur conseille vraiment d'adorer Allah durant toute leur vie, pas uniquement dans le mois de Ramadan. Place à présent à l'intégralité de l'intervention du ministre de l'Agriculture sur le bilan de la gestion de l'an 1 du président de la République, Bazoum Mohamed. Très bonne réception et au revoir. De cette première année, je constate que le président de la République a réussi à instaurer un climat de sérénité et de confiance sur le plan social, sur le plan politique, climat très favorable à l'émergence de consensus sur les grandes questions nationales telles que la sécurité, l'école, l'économie par exemple. Et cette sérénité est née essentiellement de la démarche de gouvernance qui a été mise en œuvre par le président de la République. Gouvernance consistant à informer, à écouter, à consulter les différents groupes socio-économiques et politiques de notre pays sur ses priorités qu'il a déjà énoncées dès son investiture le 2 avril 2021, à savoir la bonne gouvernance, la sécurité, l'école, le développement rural. Mais surtout, il a su allier les actes aux paroles, ce qui a convaincu le public nigérien. Ainsi, pour moi, l'an 2 sera l'année où son gouvernement va dérouler tout son programme de campagne avec un environnement beaucoup moins
moins conflictuel, plus consensuel, au grand bonheur des populations nigériennes qui n'attendent que cela. Avant d'énumérer les défis, il convient de préciser les priorités qui sont assignées au secteur agricole, et particulièrement à la production végétale. La première priorité, c'est le développement de l'irrigation. Parce qu'en effet, malgré de nombreuses années d'efforts qui ont été faits et qui ont contribué à augmenter de façon très significative les productions agricoles, surtout pluviales, il a suffi simplement d'une année de sécheresse, notamment l'année 2021, pour tout remettre en cause. Donc, l'irrigation est considérée comme la première priorité en matière de production végétale. La deuxième priorité, c'est les services aux producteurs, notamment les engrais, les semences améliorées, le matériel et l'équipement agricole, l'encadrement, le financement. Et enfin, la troisième priorité, c'est le stockage, la transformation et la commercialisation. Voilà les priorités qui sont assignées au secteur de production végétale. Et en regardant ces priorités, l'État a investi. Et l'État a investi dans le secteur agricole essentiellement à travers des projets. Sur les 90 milliards investis annuellement dans le domaine de la production végétale, 75 à 86 ou plus milliards sont gérés par les projets. Il se trouve que ces projets ne sont pas toujours alignés sur ces priorités que j'ai mentionnées plus haut. Donc, c'est le premier défi, amener les projets à financer les priorités qui sont identifiées par le gouvernement. Le deuxième défi, c'est même l'efficacité de ces financements. L'efficacité de ces financements s'entend par la réalisation des prévisions. Ce n'est pas toujours, et c'est très fréquent, que les prévisions ne soient pas atteintes. Et c'est important que ces projets améliorent l'efficacité. Ensuite, la faible consommation de crédit. Par exemple, en 2021, il a été libéré 90% de financement prévu pour le développement rural. Seuls 53% ont été consommés. Cette capacité de consommation de crédit est très faible. Cela est dû à des facteurs internes aux unités de gestion des projets, à des facteurs liés aux partenaires qui ont des procédures assez longues et assez souvent à la faiblesse des prestataires, surtout pour les travaux. Donc, pour nous, il est important que ces investissements publics soient alignés dès leur conception. Ça veut dire qu'ils prennent en compte les priorités de l'État. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, que les nombreuses unités de gestion ne permettent pas une gestion efficiente des financements. Ce qui fait que nous recommandons au niveau de notre ministère qu'on revienne à la gestion programme, comme on le fait déjà au niveau du budget programme. Il faut que tous ces projets soient réunis dans des programmes. Et ces programmes soient gérés par les ministères avec la mise en place des fonds communs qui vont être gouvernés de façon plurielle par plusieurs acteurs, y compris les bailleurs de fonds, qui vont participer à la planification, à la gestion, au suivi et au contrôle de ces fonds qui sont mis en place. Voilà un peu la tendance vers laquelle nous nous acheminons au niveau du ministère de l'Agriculture. Nous avons prévu des réformes en cours et nous avons initié de nouvelles. Parmi les réformes en cours, nous avons
la réforme du secteur de l'engrais, où nous avons parachevé le cadre institutionnel et nous avons opérationnalisé en délivrant un certain nombre d'agréments aux opérateurs pour qu'ils approvisionnent le marché national en intrants. Nous avons également fait adopter la politique foncière rurale qui a été initiée il y a bientôt 9 ans. Nous avons fait adopter par le gouvernement le document de politique et son plan d'action. Cette politique foncière va permettre de mettre en place un cadre légal pour pouvoir permettre des investissements massifs, surtout des investissements privés. Parce qu'actuellement, les questions de foncier rural sont très épineuses et empêchent des investissements privés. Ensuite, nous avons fait adopter la stratégie de développement du riz, la SNDR. C'est une stratégie dont l'élaboration a été initiée il y a 3 ans et que nous avons fait adopter. Son objectif est de satisfaire les besoins en riz, les besoins nationaux en riz, d'ici 2030 et même d'en exporter le supplément. Au niveau des semences améliorées, nous avons trouvé une situation un peu non désirable, je dirais. Parce que les semenciers, les producteurs de semences produisent pour l'État, pour vendre à l'État. Ce qui n'est pas normal. Ils doivent produire pour vendre aux producteurs agricoles. Alors le résultat est que si l'État n'achète pas, ce sont des problèmes de stock, difficulté de stock à écouler. Alors, j'ai posé ce diagnostic comme étant une situation très nuisible, une situation qui met en danger la durabilité de notre système semencier. Et que logiquement, les semenciers doivent mettre en place des circuits de distribution aux producteurs, jusqu'aux communes, jusqu'aux gros villages, avec des conditionnements plus adaptés, en petite quantité, 1 kg, 2 kg, 3 kg, pour que les producteurs, dès les premières pluies utiles, achètent ces semences pour les semer. Et non attendre que l'État achemine à partir du niveau central des semences jusque dans les champs. Donc, dans ce cadre-là, nous avons trouvé un partenaire qui appuie les producteurs de semences à mettre en place ces réseaux de distribution privée et nous allons tester ce dispositif dès cette campagne pluviale 2022. On a distribué jusqu'à 3700 semences pour la campagne passée. On a mis à la disposition du pays environ 90 000 tonnes d'engrais qui sont importés par plus de 150 opérateurs privés. Nous avons opérationnalisé 10 maisons de paysans en leur fournissant des semences, des engrais et de l'énergie électrique solaire. Pour la petite irrigation, nous avons aménagé plus de 1300 hectares pour la petite irrigation, avec tout le nécessaire de réseau californien, etc. Et nous avons réhabilité pratiquement des ouvrages avec 111 seuils et 5 mares que nous avons creusé pour réhabiliter. Et dans le domaine malheureusement de la grande irrigation, nous n'avons pas pu faire de réalisation cette année, mais nous avons fait des réhabilitations sur 2850 hectares et nous avons protégé les digues à Niamey, si vous avez dû le voir, c'est cet aménagement pour protéger 1174 hectares. Et la lutte contre les ennemis de culture, où nous avons intervenu 83% de superficie qui ont été déclarées infectées. Et nous avons introduit des ennemis naturels de la chenille mineuse sur 160 000 hectares environ. Et le criquet pèlerin, nous avons fait régulièrement les prospections. Et enfin, en termes de technologies nouvelles, l'INRAN a introduit autour de 54 technologies nouvelles en milieu agricole. Voilà sommairement les réalisations physiques qu'on peut rapporter, mais il y en a beaucoup d'autres.
ministériel a tiré la sonnette d'alarme très tôt. Dès le 7 octobre 2021, nous avons fait une communication au Conseil des ministres pour mettre l'accent sur le caractère préoccupant du déroulement de la campagne. Nous suspections déjà que cette campagne risque de ne pas répondre à nos attentes. Suite à cette communication, le gouvernement a aussitôt dépêché les missions ministérielles de préévaluation sur le terrain et les missions de préévaluation ont confirmé cette tendance-là. Et à l'évaluation finale, nous avons en réalité observé plus de 2 millions de tonnes de déficit céréalier qui touche 6430 villages déficitaires à plus de 50% et plus de 8 500 000 personnes sont affectées. Et c'est au regard de ces lourds déficits que le gouvernement, comme vous le savez, a élaboré un plan d'urgence pour couvrir les différents secteurs. Dans le domaine agricole, nous avons élaboré un plan d'urgence de culture irriguée d'environ 11,4 milliards qui doivent nous permettre de produire plus de 152 000 tonnes d'équivalent céréalier. Actuellement, nous avons mis ce programme en œuvre sur environ 40% de prévisions et on constate actuellement au niveau des grands centres de consommation, au niveau des villes, une disponibilité assez substantielle de produits maraîchers. Et concernant Niamey, actuellement, nous sommes inondés de pommes de terre en provenance de la zone de Bankoukou, que vous connaissez bien. Donc, pour l'instant, ça évolue bien, les cultures irriguées du plan d'urgence du ministère de l'Agriculture. Actuellement, les marchés sont approvisionnés en produits maraîchers. Après tout, le volet urgence de l'agriculture, c'est les cultures irriguées. Actuellement, c'est le maraîchage. Et vous avez sur le marché suffisamment de produits maraîchers, salades, choux, pommes de terre actuellement qui commencent à venir en Niamey. Donc pour nous, le programme d'urgence volet agriculture est en train de porter ses fruits. Il faut rappeler que dans le programme de campagne de son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, il a été retenu un certain nombre de filières. On a appelé filières les programmes phares. C'est le cas du niébé, c'est le cas de l'oignon, c'est le cas du riz, c'est le cas de la tomate, du sésame, pommes de terre, canne à sucre. Normalement, ces cultures doivent être développées pour aboutir à la mise en place de l'agro-industrie. Pour l'instant, nous avons les résultats d'une étude récente qui nous disent que ces produits en réalité que je viens de citer sont compétitifs pour certains, aussi bien au niveau national que régional, pour d'autres au niveau national. Mais dans l'ensemble, cette étude, la CAPEJ, qui a été diffusée en juillet 2021, montre que la compétitivité de nos produits agricoles diminue constamment sur les 15 dernières années. Nous avons bien sûr la compétitivité sur les produits, mais notre part régresse, le marché régresse. Cela est dû à l'absence ou à la faible accessibilité au crédit pour des investissements et parfois très faible investissement, c'est des petits investissements familiaux, nous n'avons pas de grands investissements, une difficulté d'accès aux intrants, les semences et les engrais, difficulté de transformation, nous avons beaucoup de problèmes, et assez souvent difficulté d'encadrement. Le personnel est insuffisant pour bien encadrer en réalité ces transformations. Alors toutes ces contraintes ont eu lieu et exercent leur effet dans un contexte
de questions foncières cruciales. Aujourd'hui, l'accès aux fonciers, surtout à de grandes superficies pour l'investissement, est très 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 difficile parce que nous n'avons pas clarifié beaucoup de choses. Et c'est ça d'ailleurs le sens de la politique foncière rurale qui a été adoptée, qui permet de définir le cadre, de déterminer ce qui est à l'État, ce qui est au privé, afin de favoriser les investissements. Donc, il faut signaler que plusieurs de ces contraintes sont quand même déjà identifiées par l'État et qui a essayé de mettre en place des solutions. Maintenant, il reste à l'État d'accélérer et d'amplifier et de mettre à l'échelle les solutions préconisées pour que rapidement ces chaînes se développent et que ces produits et d'autres aboutissent à une certaine industrialisation au niveau de notre pays. Chaque année, plus ou moins 200 à 300 milliards de plans de soutien pour appuyer les ménages vulnérables. Cette année, nous sommes aux alentours à plus de 400 milliards. Si vous prenez le plan de jeunes, 160 milliards, et le plan de soutien autour de 280, nous sommes au-delà de 400 milliards de plans de soutien. Chaque année, nous le faisons. Imaginez que ces 200-300 milliards sont investis dans l'irrigation. Je suis convaincu qu'au bout d'un certain nombre d'années, nous aurons de moins en moins de plans de soutien à élaborer. Nous aurons un système de production agricole durable qui nous permettra de subvenir à nos besoins. C'est pourquoi je lance personnellement un appel à tous les Nigériens pour qu'ils investissent dans la production irriguée sur des superficies de plus en plus grandes et pour dégager des richesses qui sont utiles pour le pays et surtout pour recueillir la sécurité alimentaire. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.